Tous les jours, jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Visualisation, cohérence cardiaque, PNL, mindfulness, état alpha se glissent dans les échanges, dans les colonnes de magazines ou dans les salles de formation. Mais que recouvrent réellement ces pratiques ? Sont-elles des gadgets ou de véritables leviers pour retrouver un peu plus d'énergie, un peu plus de clarté, un peu plus d'élan dans son quotidien et si possible dans sa vie professionnelle ? Faut-il envisager comme des réponses concrètes que ces méthodes-là ont un besoin de reconnexion à soi? Nous allons en parler ce matin, mais nous resterons ouverts, vous le savez, traditionnellement dans notre émission à l'échange. Si vous avez des avis à faire entendre ou des questions à nous soumettre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Tous les jours, Jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec notre invité Mélé Mihlou qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach, mais qui est surtout grippé ce matin. Je vois que tu peux pas. Je vois. Non, mais laisse les devineurs, laisse les auditeurs deviner mon état ce matin. Oui, Mais bon. oui, c'est important de sourire dans la vie. Ah, ben écoute, merci de me faire sourire déjà. J'ai oublié que j'avais un gros rhume. Oui, bon, c'est vrai que l'exercice qui nous attend ne manquera pas de le rappeler. Alors ce matin, j'ai présenté Je te remercie. Surtout qu'on va parler du contrôle qu'on peut avoir sur nos pensées. Oh, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, Ouais. On va en parler, on va en À parler. l'impossible, nul n'est tenu. Quoique, il y a des guérisons miraculeuses, mais ça, c'est encore une autre paire de manches. Notre sujet du jour, Madame Ouais. Hello, Mm. ce sont les outils dont on parle le plus souvent dans une certaine presse spécialisée, dans une certaine presse féminine, dans certaines formations aussi. Des formations dans les entreprises, on parle de certaines techniques qui peuvent être utiles aux salariés, mais qui peuvent être utiles dans la vie en général. Et comme la vie est un apprentissage continu, on ne s'interdit pas d'essayer de voir dans quelle mesure on peut y trouver pour son compte. Dans ces termes qu'on évoque, on parle de cohérence cardiaque, on parle de visualisation, on parle d'ancrage. Et on parlait dans de précédentes émissions de plus de 200 techniques outils Oui. dans la programmation Neurolinguistique, c'est un océan. Ah. Et je sais qu'on en a parlé dans plusieurs émissions, mais même si je t'assure qu'on dédie chaque émission d'Atlantique Radio aux usages de la PNL, à chaque fois on l'aborderait sous des angles différents. Même quand je lis encore aujourd'hui des articles sur Richard Bandler et John Grinder qui ont fortement contribué au développement de la programmation neurolinguistique, tu vois, il y a vraiment une citation qui me revient, c'est lorsqu'on croit qu'on est capable de faire quelque chose, on en devient capable. Et c'est réellement sur ça que repose la PNL. La PNL, à ses débuts, a reposé sur la modélisation des stratégies gagnantes. S'il y a une technique de référence qui revient souvent dans le monde de la programmation neurolinguistique ou chez ceux qui l'utilisent comme coach et comme psychologue, parce qu'aujourd'hui, les psychologues l'utilisent comme technique, on va dire de réussite rapide pour redonner confiance à quelqu'un, pour qu'il dépasse des peurs, des croyances limitantes, etc. Oui. La première technique, c'est la modélisation. C'est vraiment, on va dire, la technique racine ou la technique de référence, même s'il y en a plein d'autres qu'on va évoquer aujourd'hui, comme le switch, l'ancrage, la visualisation, la double dissociation, Mais je reste etc. un instant d'abord sur la définition de ce qu'on entend par des stratégies gagnantes. Qu'est-ce qu'on gagne dans la vie et qu'est-ce qui est qualifié d'être une réussite? Qu'est-ce qu'une personne qui réussit dans sa vie? Bon, je vais me hasarder à une définition, c'est l'art de tourner les choses en sa faveur et en la faveur de ses proches ou de ceux qui comptent. J'avais un sportif Oui. qui m'a coaché pendant quelques temps et qui répétait toujours ce mantra. Non, c'est pas un tennisman. J'aurais aimé, mais je joue pas au tennis. J'ai d'autres talents sans doute. Mais il disait souvent, je t'assure, il répétait souvent dans notre séance, tout tourne toujours en ma faveur. Je lui ai dit, mais Tariq, pourquoi tu dis ça? Il me dit, il le disait des fois blarbi, des fois en anglais, des fois en français, et il s'amusait à le traduire en plusieurs langues. Et en fait, c'est ça. Si on devait comparer la psychologie brève ou les techniques de PNL, c'est comme un placebo. Et un placebo, c'est le fait justement de se dire et de se répéter des phrases jusqu'à y croire. Se sentir élu des forces cosmiques ou des forces divines, ou c'est un peu effectivement
ce que j'entends par cette phrase. Bon, les choses tournent en ma faveur, c'est que je me sens le réceptacle des forces de l'esprit. Et tu le trouveras aussi dans notre religion. Je fais le parallèle, même si j'ai été traitée de woke la semaine dernière par quelqu'un. Et je lui ai dit gentiment, et c'est un petit coucou qu'on envoie à Si Hamid, évidemment. Et je lui ai dit que j'étais une conservatrice, peut-être woke. Pourquoi ? Parce que les questions d'injustice sociale me préoccupent de tout temps, et je pense que tous les êtres humains, ça les préoccupe. Non, mais aussi les questions pour rester motivé. Pour rester motivé dans la vie. Tu m'as dit, c'est quoi réussir ? Moi, je vais te dire, c'est arriver à ses fins. En préservant au maximum ses intérêts durant le trajet ou le voyage. Tu vois ce que je veux dire ? Réussir, c'est atteindre son objectif. Quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait du chant, quelqu'un qui fait de la batterie, quelqu'un qui est salarié en entreprise, quelqu'un qui étudie aujourd'hui et qui veut réussir son année scolaire. كل واحد فينا عنده des objectifs. Et ces objectifs-là, il faut les atteindre. Il y a des gens qui veulent avoir 15 sur 20, il y a des gens qui veulent avoir plus 1000 dirhams, il y a des gens qui veulent avoir une promotion dans un poste, il y a des gens qui veulent voyager à l'étranger. كل واحد فينا عنده ces objectifs. On peut en avoir 3, 4 en même temps. Mais en fait, les PNListes s'intéressent à quoi ? S'intéressent à imiter, et c'est sympa, parce que les Chinois sont bons dans ça. Pendant des années, la Chine était connue pour copier pour copier sur le plan industriel. Aujourd'hui, ils sont des leaders, ils sont plus des suiveurs. Mais pendant des années, sur beaucoup de business, y compris dans l'industrie du luxe, où j'ai pu travailler il y a quelques années, les Chinois étaient connus pour être d'excellents copieurs, parce qu'ils reproduisaient parfaitement quelque chose. Mais tu sais que c'est un art de reproduire parfaitement quelque chose. Parce que quand tu reproduis parfaitement quelque chose, tu maîtrises la technique. Et quand tu maîtrises la technique, tu peux même gagner des points d'avance, parce que quand tu maîtrises, tu as confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, tu peux dire je peux même dépasser le modèle. Mais c'est exactement ça dans la vie. Il y a toujours des lièvres et il y a des tortues. Et il y a toujours des meneurs et des suiveurs. Et les meneurs ont ça de bon qu'ils montrent la voie, ou qu'à un moment donné, ils ont découvert quelque chose, une stratégie, un modèle, ils ont atteint le succès. D'accord. Stratégie gagnante. Et nous, on s'intéresse dans la PNL à comment ces personnes-là, quelles sont les pensées, quels sont les comportements, quelles sont les actions, qu'est-ce qu'ils ont suivi comme recette pour arriver à leur succès. Et franchement, quand tu t'intéresses, quand tu parles à des artistes, parce que c'est comme ça que ça a démarré. D'ailleurs, beaucoup de livres dans la PNL sont des livres inspirants. Pourquoi ? Parce qu'ils racontent des témoignages et des récits de la vie de ceux qui sont arrivés au succès qu'ils ont voulu. Et chacun sa définition du succès, tu le sais bien. On se garde de comparer le succès de Steve Jobs au succès d'un grand cuisinier, au succès d'un grand sportif. Mais je t'assure qu'ils ont des points communs. Il y a des points communs, il y a de la résilience, il y a de la performance, il y a des doutes par moment, mais il y a surtout leur capacité à maîtriser leur mental. Oui, quand on parle d'outils au pluriel, disons les techniques qui nous permettent de s'intéresser à ce que sont ces stratégies gagnantes, c'est un certain nombre de récurrences qu'on peut observer. On va avoir le temps de les démêler ou d'en parler tout au long de notre émission. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi, mais on va reprendre le service après la respiration musicale, durant laquelle nous resterons ouverts à l'échange. Si vous souhaitez prendre la parole ou témoigner, n'hésitez pas à nous joindre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, Madame Mihlou, je présente à nouveau DG de Compétences Plus et Business Coach. Alors, ce matin, nous évoquions les outils dont on parle et qu'on va essayer de préciser au fur et à mesure. Mais nous parlions juste avant de la respiration musicale des stratégies gagnantes. Et tu avais une citation qui me semblait très belle à partager aussi avec nos auditeurs, dont on a parlé durant la respiration musicale et qui peut-être retrouver un certain écho. Ouais, c'est une citation qui m'a marquée, que j'ai lue, ça a été dit de plusieurs reprises, en tout cas celle-là est de Shalon Lester. Il dit « On ne peut pas changer ce qu'il s'est passé, mais on peut changer ce que ça veut dire. » La précédente. La précédente, je ne m'en rappelle plus, elle me reviendra tout à l'heure. Oui. Mais celle-là, si tu veux, elle fait référence à la notion de recadrage. Tu sais, on dit souvent recadrer quelqu'un, Badr. Oui. Et recadrer quelqu'un, c'est
c'est lui faire voir un angle différent de ce qu'il voit déjà. Et peut-être lui faire voir le bon côté des choses. Oui, il y a un autre sens, tirer les bretelles. Ou... Oui, mais les bretelles, le recadrage en PNL est beaucoup plus doux, des fois beaucoup plus confrontant, mais beaucoup plus doux. Parce que souvent, dans notre histoire, bien évidemment, il s'est passé des choses. D'ailleurs, il y a une technique qu'on appelle la ligne de temps, où on aime faire revivre aux personnes leur ligne de temps. On leur fait dessiner leur ligne de temps de leur naissance à aujourd'hui, une ligne droite, une ligne sinueuse, et on leur demande de placer sur cette ligne de temps les événements les plus marquants de leur vie. Je ne sais pas si des auditeurs nous écoutent là ce matin, s'ils ont envie de le faire, s'ils sont assis et ils prennent un stylo, je leur conseille de le faire à un moment donné de la journée, ce soir ou demain matin. Et c'est fascinant de faire la rétrospective de sa ligne de temps. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. Avec une tisane, avec un café, les moments marquants seuls. Et vous allez voir, surtout si vous passez en ce moment par une phase difficile, une phase moyenne, que cet exercice-là, qui dure 10 à 15 minutes, des fois un peu plus longtemps, si on a envie de coller des photos ou des images. Mais cette ligne, elle nous rappelle les événements marquants qui nous ont construits, en tout cas qui nous ont amenés à ce qu'on est aujourd'hui. Et dans ces événements marquants, il y a forcément ceux qui sont verts, ceux qui sont plus dans notre vie, ceux qui nous ont donné de la fierté, de la joie, de la satisfaction, de l'accomplissement. Et puis, il y en a qui nous ont marqués, mais qui ont été très tristes, très denses, très profonds, très intenses. Et peut-être qu'on marquera en rouge ou en bas du graphique. Et donc, ça crée des points en haut et des points en bas. Et si on relie tous les points, ça fait des sinusoïdes, ça fait des choses qui montent et qui descendent. Mais on monte et on descend dans la vie et on monte et on descend dans nos émotions. On dit souvent les montagnes russes. Mais surtout, qu'est-ce que ça nous aide à voir? Ça nous aide à voir que... Ça nous aide à voir aussi les opportunités qu'on a eues après des échecs qu'on a vécus. Ça nous aide à voir que les leçons qu'on a tirées et les personnes qu'on est devenues après les épreuves qu'on a traversées. Et c'est pour ça que j'adore cette citation. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on change? On change ce que ça veut dire pour nous. Ça veut dire que la façon dont on regarde la fille, l'adolescente, le jeune adulte, la jeune adulte qu'on a été, peut être un regard beaucoup plus bienveillant en se disant « Mais attends, ça a façonné quelque chose. Oui. C'était pas parfait. » Il y a certaines choses de l'ordre du malheur qu'on peut tourner à son avantage parce que on peut y voir avec le temps, effectivement, les chemins peut-être plus lumineux que ça nous a mené à prendre. Mais à l'inverse, ça peut nous mener aussi à repérer des moments de vie où, effectivement, ce sont des aspects qu'on n'a peut-être pas surmontés. Donc la réponse n'est pas nécessairement que positive par rapport à ces moments qu'on peut retrouver. Évidemment. Moi j'aime bien ce que tu dis là et je te remercie Badr parce qu'on n'est pas que dans le positif, on est dans l'utilité. On est dans ce qui est utile et on est dans donner du sens. Tu sais, la chose peut-être qui s'est passée pour nous, moi je parle du décès de mon père, Allah yarhamou, c'est quelque chose que j'ai pu marquer dans ma ligne de temps. Il est décédé en 91, c'était un événement marquant de ma vie. C'était pas un événement positif, loin de là. Mais c'était un événement qui a forgé ce que je suis devenue. Et donc, le fait de l'inscrire sur ma ligne de temps me permet de voir, de me réconcilier aussi avec mon histoire, de relativiser ce qui s'est passé, de me dire, OK, il est parti chez le bon Dieu, Allah yarhamou. Qu'est-ce que ça m'a permis de construire plus tard? Est-ce que je suis devenue quelqu'un qui compte plus sur lui? Est-ce que je suis devenue quelqu'un qui l'aime plus? Tu sais d'ailleurs ce qu'on dit souvent et ce qu'on observe souvent, on s'attache beaucoup plus à ceux qui sont partis qu'à ceux qui sont restés. Et c'est vraiment un constat. Les enfants de parents divorcés peuvent souscrire à cette phrase. Non, mais dans le sens parti... Oui, ceux qui sont loin, effectivement, ils sont... C'est comme si on les idéalise un peu plus. Ils sont auréolés de quelque chose. Oui. C'est par exemple, on idéalise beaucoup aussi les parents défunts. On les idéalise, là. Mais en tout cas, ça permet de relativiser. Tu sais, l'exercice de la ligne de temps, qui est un exercice majeur, est très j'aime bien aussi insister sur le fait que des fois, la psychologie ne doit pas être forcément sérieuse. Elle doit être aussi un peu ludique, un peu graphique, un peu symbolique. Parce que l'être humain est complexe. Donc, on ne peut pas toujours passer par là. Il n'y a pas une seule voie.
pour arriver à quelque chose. Ah, Il y a la voie du dessin, il y a la voie de la représentation, il y a la voie de l'événementialisation. Et c'est pour ça que la ligne de temps, je trouve, entre autres, que c'est un exercice fort intéressant qu'on peut faire même avec les plus jeunes. D'accord. Et on va identifier ces moments et on va essayer de donner un sens positif à ces moments importants qu'on peut identifier, c'est-à-dire un sens utile. Un sens utile. Un sens utile parce que, comme je t'ai dit, la vie, et on se rendra rapidement compte, parce que tous ceux avec qui j'ai fait cet exercice-là se rendent compte de leur haut et bas. Certains même se mettent à compter arithmétiquement. Y a-t-il eu plus de haut que de bas, etc. Mais après, la mémoire nous joue des tours. Et ça, on le sait. Et la mémoire nous rappelle souvent, des fois, des événements négatifs plus rapidement que des événements positifs. Mais une fois qu'on a fait l'exercice, on se rendra compte que les deux types d'événements nous ont construits. Mais les horaires nous rappellent à l'ordre. En revanche, Malim Hlou, on va céder la parole à Karim Droné qui va nous présenter les actualités. On reprendra le fil conducteur de notre conversation ce matin et nous resterons, vous le savez, ouverts à l'échange si vous avez ou des avis ou des questions ou des témoignages à faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous retrouvons notre invité, Malim Hlou, qui n'a pas changé de place, qui est toujours... qui se fait entendre avant l'heure. Nous sommes avec Malim Hlou, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Et pour ne pas laisser nos auditeurs sur leur faim, nous parlions des stratégies gagnantes. Et de ce point de vue, il y était une autre citation qui me semblait aussi intéressante pour ceux qui nous écoutent. Et c'est vrai que la force de l'exemple est quelquefois puissante pour tout simplement donner une direction ou un sens aux objectifs qu'on peut identifier. Oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense qu'on le fait vraiment tous intuitivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand on observe des gens qui connaissent le succès ou les réussites autour de nous, qu'ils soient académiques, professionnels, personnels, on essaie de les imiter, on essaie de comprendre comment ils font. Et si, je vais te citer un truc que tu adorais, que je disais dans d'autres émissions, il ardina warqa stylo, pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, pensez à quelqu'un que vous admirez vraiment dans votre entourage pro et perso et répondez vraiment à 5 petites questions. Cette personne que vous admirez, comment elle s'exprime, comment elle parle, comment elle communique. Ça, c'est vraiment la première question. Quelles sont ses routines le matin ? Qu'est-ce qu'elle fait le matin quand elle se lève Qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Quelles sont les actions clés qu'elle fait le matin ? C'est quoi ses routines du soir ? Qu'est-ce qu'elle fait le soir avant de dormir ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Qu'est-ce qu'elle lit ? Qui elle fréquente ? Et c'est très important, les fréquentations pour la réussite. Qui elle fréquente, qui elle voit souvent, c'est qui ses modèles, ses piliers dans la vie. Et la dernière, c'est qu'est-ce qu'elle lit ? Qu'est-ce qu'elle lit ? Qu'est-ce qu'elle fait comme lecture ? Est-ce qu'elle lit certains ouvrages, certains articles, certaines publications ? Quel type de vidéos elle regarde ? Et vraiment, à travers ces 5 exemples, on dit très souvent que nos pensées créent nos émotions créent nos comportements et nos comportements créent nos habitudes et notre personnalité. Et en fait, à force de cultiver certaines pensées... Pardon ? C'était une reformulation d'une citation d'un stage chinois. Bon ? Oui. Effectivement, et effectivement, c'est une reformulation et on l'a constaté aujourd'hui dans les neurosciences et dans les thérapies cognitives comportementales que plus on pense à quelque chose, plus on se met dans un état émotionnel. Et en fonction de notre état émotionnel, on va agir ou pas dans certaines situations. Rappelons-le, la PNL, d'abord, est un outil puissant aujourd'hui de communication, à savoir pour mieux communiquer, pour bien communiquer, pour soigner sa posture, etc. Mais comment on communique mieux ? C'est d'abord en prenant soin de la qualité de nos pensées et de nos émotions. Donc ça, c'est vraiment clé. Et c'est pour ça que j'ai rappelé cet exercice-là. Bien sûr, on peut agrémenter l'exercice de modélisation qui, je le dis, est plus qu'un outil. C'est aujourd'hui l'essence même de la PNL. On a parlé tout à l'heure de la ligne de temps. On va parler un peu plus tard du switch pour ceux qui nous écoutent. Alors, on ne peut pas faire la liste de toutes les techniques aujourd'hui à l'antenne, mais on essaie de les rapprocher au maximum en traduisant leur état d'esprit, leur finalité et quelque part aussi leur effet immédiat. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu reprocher à la PNL, mais qui est aussi une grande victoire de la PNL. Comme dans toute chose, pour toute science, une science qui n'a pas de détracteurs, peut-être ne serait pas une bonne science. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est quand on a aussi de la critique, on reçoit de la critique. Et donc la PNL n'est pas exemple de critique, loin de là.
on est en droit de la critiquer, de se dire quelles sont ses limites, quelles sont ses failles, est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils qui permettent de ramener plus de profondeur? Oui, il y en a. Ce dont je suis convaincu, c'est que les choses qui rentrent en écho ou en résonance dans le cœur des gens, ce peut être des choses très, très variées. Bien sûr. Et par nécessité, disons, un ensemble de techniques ne peut pas résonner dans le cœur de tout un chacun. Bien si sûr. on n'en a pas la disposition, et on n'a pas tous, à n'importe quel moment de sa vie, la disposition pour recevoir les mêmes choses. Bien sûr. Madame Hello. Alors, sur cet aspect-là, s'il fallait se l'auto-appliquer, parce qu'on a pris ce chemin même de façon intuitive, soit dans la vie familiale, il est des figures effectivement qui nous attirent plus que d'autres, dans la vie professionnelle de la même façon, dans la vie en général, il est des exemples effectivement qui nous donnent envie de cheminer dans leur direction avec davantage de force ou ça trouve en tout cas davantage d'écho en soi-même. Alors quand on se retrouve sur ce chemin-là d'être à l'écoute et potentiellement d'être dans la posture de celui qui tend la main, quelles sont les figures qui peut-être nous ont poussé dans cette direction? Si j'ai bien compris ta question, tu dis quels sont les modèles, quels sont les mentors, quels sont les anges gardiens. Ben, évidemment, il y en a pour tout un chacun. L'idée, c'est d'en identifier 3 à 5. Oui. Mais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités, pas les mêmes ressources. Si on y répond au singulier, Madame Hello. Bah, si on y répond au singulier, ça veut dire que c'est, par exemple, si on considère que tel manager ou tel directeur a été pour nous quelqu'un qui est un modèle de réussite et que, par exemple, on prend cet objectif professionnel d'occuper ce rôle, ben, on va s'intéresser à la vie de ce manager. Qu'est-ce qu'il faisait comme routine? Était-il sportif? C'est comme ça que tu es venu à la course à pied? Mais exactement, exactement. Et tu sais, avant, je me répétais que j'étais pas capable de courir un 2 km ou même un 5 km. Mais effectivement, je n'en étais pas capable parce que on aime avoir raison. Dans la vie, on aime avoir raison. Donc, les choses auxquelles on croit, forcément, on aime bien qu'ils se produisent. Donc, les choses auxquelles je croyais, c'est que j'étais incapable, fainéante, marmotte, très clab, très bêta, etc. Donc, je n'en étais pas capable. Donc, je concrétisais ce en quoi je croyais. Mais effectivement, à force de regarder... Je reconnais, c'est bien ce type de raisonnement. Ah oui. C'est celui qui consiste à se mettre un maximum de limites pour se donner le confort de ne pas éprouver ou être en potentialité d'éprouver l'échec. Mais c'est en se répétant régulièrement des affirmations. Mais il y a des personnes qui se répètent constamment, mais à longueur de journée, qu'elles ne peuvent pas faire ceci, qu'elles ne peuvent pas faire cela, sans voir qu'elles n'ont pas envie de voir qu'elles pourraient. Mais le cerveau humain est programmable, mon cher Bad, est programmable dans le sens, il peut être programmé positivement comme il peut être programmé négativement. Il peut être programmé pour notre réussite comme il peut être programmé pour notre échec. Et en fait, à force de répéter des affirmations ou se raconter des histoires, on les vit. Mais c'est souvent la douleur de l'échec qui crée ce pli-là où on se trouve dans le confort de penser qu'on est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et ça s'appelle de l'auto-influence. Tu sais, on dit souvent que nous, les êtres humains, on peut être influençables à des degrés variables par notre entourage, mais on est surtout influencé par la qualité de nos pensées. Si on est influencé par ce qu'on mange, alors imagine, pour une amie... J'ai pensé à la qualité de nos parents. Non, la qualité de nos pensées. À un moment donné, et je l'avais dit dans une autre peut-être émission, il faut... C'est quoi grandir? C'est cesser de blâmer ses parents pour ce qu'ils ont fait pour nous ou ce qu'ils n'ont pas fait pour nous. Et dans le sens où chacun de nous vient avec des parents qui sont actés, qui sont donnés ou pas. Ils peuvent les perdre ou pas à un certain moment. Ils peuvent se séparer ou pas, etc. Mais chaque parent donne le meilleur de ce qu'il a pu donner à un instant T. En tout cas, il en est convaincu. Et donc, grandir, c'est justement cesser de retourner vers le passé, mais se dire que ce sont des événements qui sont passés. Qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est dans mon intérêt d'en faire aujourd'hui ? Comment je peux redéployer et réécrire mon histoire personnelle ? Donc,
faire des affirmations positives ou se répéter des affirmations positives, c'est en quelque sorte reprendre la télécommande et reprendre les manettes, reprendre le contrôle sur soi. Ce qui fait que si on observe les personnes qui ont un peu plus de témérité dans la vie, on ne sait pas bien pourquoi est-ce qu'on a un certain type de pli, même positivement. Le plus souvent, les personnes les plus courageuses ne voient pas le courage dont elles font preuve, et inversement. Et effectivement, pour observer ces qualités positives ou ces plis quelquefois négatifs, on n'a pas toujours, la capacité de voir ces choses-là avec une certaine clairvoyance. Non, c'est sûr. D'où l'importance aussi d'avoir quelquefois, d'être soucieux effectivement, du départ. Quand on donne la vie, c'est un départ pour une vie naissante. Et donc... Et c'est pour ça que tu vois, c'est très important à un moment donné de se faire coacher dans sa vie, dans sa carrière, à un certain moment d'avoir des mentors ou des guides dans sa vie ou dans sa carrière. D'ailleurs, il y a un très bel exercice qu'on appelle le blason, qu'on fait souvent en entreprise. C'est vrai que les sportifs se font coacher. Les exercices du blason, et pour revenir aux sportifs, sans doute ils le font, mais le blason reprend des éléments clés de l'histoire de la personne, à savoir quels sont ses kiffs, quelle est son histoire personnelle, quels sont ses points forts, ses points faibles, quelles sont ses ressources, quels sont ses blocages, quelles sont ses peurs. Donc on reprend à la fois tout, mais dans un schéma qui est sous la forme d'un blason ou d'un écusson. C'est un exercice célèbre aussi pour faire le point. Et oui, les sportifs se font coacher fort heureusement. Il y a même des émissions célèbres qui ont été... Les coachs mentaux de certains sportifs sont devenus des fois aussi célèbres que les sportifs qu'ils ont accompagnés, parce qu'ils ont été... à un moment donné, ce qui se passe dans la tête des sportifs est fascinant. Parce que le sportif vit aujourd'hui... si on prend des Nadal, des Federer, par exemple, des Djokovic... Il vit dans un monde binaire. Il vit dans un monde binaire. Ou bien il triomphe, ou bien c'est l'échec absolu. Alors, la musique aussi programme notre cerveau à davantage d'écoute et parfois, les mœurs, on aime à le dire dans notre émission, c'est la respiration musicale, 10h45, on se retrouve dans quelques instants et si vous souhaitez participer à cet échange ou poser des questions, n'hésitez pas à les faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous reprenons notre émission, chers auditeurs, avec notre invité Mélem Hlo, qui est business coach et qui est des jeux de compétences plus. Nous évoquions des stratégies gagnantes et nous évoquions la plasticité cérébrale. Bon, mais il y a une citation que je souhaite également partager avec ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas parce qu'un remède fonctionne sur le tigre qu'il conviendra au moineau. C'est un proverbe d'ailleurs. Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se garde dans les séances de coaching parce que le sport est terrible. Il est binaire. Ou on gagne, ou on triomphe, ou bien on n'est pas à la hauteur. Et de ce point de vue, parfois malgré une certaine volonté, sans connaître ses forces et sans s'observer pour ce qu'on est, on peut très facilement être sur le chemin de la mésestime de soi-même, parce que les sportifs sont drogués à l'idée de vaincre, à l'idée de triompher. Et quand les résultats ne sont pas là, ce sont des épreuves difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup évolué, je pense, dans nos perceptions et dans notre... Il y avait une image qui circulait il y a quelques années, si tu te rappelles, on demande à différents animaux de grimper à un arbre, un singe, un éléphant, un chat, un serpent, un tigre, etc. Enfin bon, il y avait vraiment différents animaux. Et on se disait, on posait la question, est-ce que c'est équitable ? En fait... Il y a des choses dans lesquelles certaines personnes vont être douées, il y a des choses dans lesquelles d'autres personnes vont être douées. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il n'est pas arrivé à faire quelque chose et dire non, il en est incapable, loin de là. Et c'est pour ça qu'on se garde pour le ramener à l'univers du coaching, d'apporter des solutions à quelqu'un. D'abord parce qu'il faudrait qu'il pense lui-même à des solutions qui soient écologiques pour lui et convenables pour lui et justes pour lui. Et c'est pour ça qu'on laisse émerger des solutions chez la personne concernée en lui posant des questions, peut-être en lui donnant des feedbacks, parce que le feedback est un outil clé d'accompagnement aujourd'hui, bien évidemment, très utilisé en entreprise, mais quand on donne du feedback à quelqu'un, ça l'aide aussi à réfléchir, mais ça ne remplace pas sa propre réflexion
et ses propres décisions. Donc ça aussi, c'est important. C'est pour ça que le questionnement et le feedback vont être des outils du coach. Mais apporter des solutions, ça va être des outils du consultant. Donc, on se garderait d'apporter en tout cas une seule solution à nos clients parce qu'il se peut que ça ne soit pas la bonne solution pour lui. Oui, mais il se peut aussi qu'on fasse des dégâts en voyant des limites là où il y a d'autres chemins, peut-être pour contourner les obstacles de la personne qui imagine faire un certain chemin dans la vie. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que l'accompagnement clé, si on peut passer du temps sur les outils et on va passer du temps sur les outils, mais le questionnement et laisser émerger des solutions chez l'autre, c'est l'élément clé du succès. L'accompagnement, c'est aussi parfois les fréquentations, parce que on est accompagné dans la vie par nécessité. Et quand on est entouré, disons... Quand on a une certaine fréquentation, ça s'apparente quelquefois, mais oui, parfois un espace de thérapie. On peut effectivement retrouver ce type d'espace de, je ne sais pas, parfois de liberté, de dire ce qui est intime, d'avoir la possibilité d'observer les choses sous d'autres perspectives, quand effectivement un certain nombre d'ingrédients sont réunis. Ça s'appelle communément la confiance, une forme de convivialité, même d'intérêt mutuel pour certaines choses qui sont importantes et pour l'un et pour l'autre. Et ça permet surtout de prendre du recul. Et effectivement, l'accompagnement, on peut choisir différentes sphères d'accompagnement. Mais quand on est bloqué ou quand on est soucieux autour d'un problème, on conseille généralement de changer de place. Ne serait-ce que de changer de place et de sortir de sa chaise, d'aller marcher, boire un verre d'eau, se mettre en mouvement. Et donc justement, chercher l'accompagnement ou chercher la compagnie, des fois de gens proches ou de modèles ou de mentors ou de coachs professionnels, ça permet aussi de changer de place, changer d'angle de vue, changer d'angle d'attaque, de position, de regard sur soi, mais aussi sur les événements qui se sont passés. J'aimais beaucoup un schéma que j'avais vu il y a quelques années, je pense de Vincent Lénart, qui est une référence dans le coaching, qui dit que le coaching peut agir sur différentes zones chez le client. On peut agir sur le client, on peut agir sur sa problématique, on peut agir sur la relation qu'il a avec sa problématique, on peut réagir sur l'environnement sur lequel sa problématique, bien sûr, toujours en relation avec le client. Mais en fait, les zones d'intervention du coaching peuvent être multiples, mais pas forcément toujours centrées sur le client, mais sur la relation qu'il a avec quelque chose, avec son objectif, sa problématique, des tierces personnes, etc. Ah oui. Donc un bon accompagnement, ça doit être effectivement quelque chose de plutôt global, circulaire. Mais d'autant que dans la vie, des fois, on est sur certaines directions, mais pour des raisons qu'on observe ou qu'on discerne assez mal, et qui, si on les observe pour ce qu'elles sont, ça peut nous amener tout simplement à prendre des virages, parfois à 180 degrés. On a pu soi-même l'observer autour de soi, des personnes effectivement qui pensaient que leur vie tournait autour d'une chose et qui bifurquent de façon brutale vers autre chose. À la faveur d'une rencontre, à la faveur d'une réflexion, à la faveur d'un moment de lucidité ou d'un moment d'éveil, que sais-je. Mais ce sont des choses qui sont tout à fait observables également. Et c'est quelque chose qui sont, je pense, oui, il y a des virages qu'on prend à différents moments de la vie, tu as raison. Il ne faut pas que ce soit sur un coup de tête, évidemment, mais je crois que ça dépendra de nos états internes. Bien sûr, il ne s'agit pas là de se dire quel menu je vais choisir. Est-ce que je vais passer à la salade quinoa saumon ou est-ce que je vais continuer à manger de la viande? Ces choix peuvent être un peu plus légers, mais il y a des choix ou des virages qui sont beaucoup plus importants. Mais entre le quinoa et le burger, il y a un gap. Entre le quinoa et le burger, il y a un gap. Mais pourquoi je choisis ce côté anecdotique-là? Bien sûr, parce qu'on a le droit de changer de menu, de tenue, de basket, de vestimentaire. Ça dénotera de quelque chose. Mais c'est des choix mineurs. Mais il y a des choix plus majeurs. Effectivement, il y a des choix qui ont beaucoup plus d'impact sur nos états internes. Parce que ça, c'est quelque chose que la PNL et les autres... États internes. Oui, les états internes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, les états internes, c'est l'ensemble... un état, c'est comment je me sens. C'est qu'est-ce que je ressens.
C'est qu'est-ce qui émerge en moi comme sensation, comme sentiment, comme émotion, sachant que l'émotion, il y en a 7. La joie, la peur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, le mépris, etc. Peut-être que j'en ai oublié une, mais il y a 7 majeures. Le dégoût, le mépris, non, il y a 7. Et les 7, en fait, les états internes, qu'est-ce qu'on observe quand on accompagne? C'est la modification de l'état interne de notre coaché. En fonction de ce qu'il va dire, en fonction de la question qu'on va poser, y a-t-il une modification d'un état interne? Y a-t-il quelque chose qui existait, par exemple, il était en colère en venant à la séance, et là, il s'est calmé, il y a un apaisement, il y a un silence, et on va lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a amené cet état de calme, de sérénité, etc. Donc, c'est les états internes qui nous donnent des indications que ce qu'on a dit, ou l'exercice qu'on a dit, ou l'anecdote, ou la référence. C'est une boussole. Oui, c'est l'état interne est fortement une boussole, parce que ça indique un changement émotionnel. Et qui dit un changement émotionnel dit que quelque chose a eu de l'impact sur la personne. Et donc, et inversement, la personne peut-être est arrivée toute calme, toute souriante, des fois de façade, parce qu'on a des sourires de façade, mais on ne sait pas que quelque chose qu'on a traversé il y a quelques semaines, quelques mois, n'a pas encore été digéré, n'a pas encore été accepté, a été mis dans un coin parce que, heureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on a le choix, le loisir et même des stratégies de survie pour mettre des choses de côté, pour dire, plus tard, je vais traiter ça. Alors, des fois, on le traite après des années, mais plus tard, je vais traiter ça parce que c'est pas la priorité maintenant. J'ai d'autres chats à fouetter. Et donc, quand la personne arrive en séance et peut-être on a parlé de quelque chose et ça a fortement résonné en elle et ça a modifié son état interne et soudainement, elle s'est mise à pleurer. On voit dans les larmes une forme de libération de quelque chose. Les larmes, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Loin de là. Ça permet de libérer, d'oxygéner, de débloquer quelque chose. Mais quand ça se débloque, il faut gérer ça aussi. La personne, elle ne comprend pas. Mais je comprends pas pourquoi je pleure. Je pensais que c'était déjà derrière moi. Mais en fait, peut-être non. Il faut gérer ses émotions, il faut gérer le temps également. 11h00, c'est l'heure des actualités. Nous sommes présentés, vous le savez, par Moulad Babar. Et on reprend le fil conducteur de notre émission. Et ceux qui souhaitent émettre des avis, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Amélie Mihou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Nous évoquons les outils de la PNL et durant cette rentrée, on peut avoir de bonnes résolutions. En tout cas, essayer d'adopter certaines pratiques qui peuvent avoir un certain succès ou un certain intérêt dans la vie de tout un chacun. Alors, quand on parle des outils de la PNL, on a évoqué quelques-uns. Stratégie gagnante, on a parlé de visualisation, il y avait le switch, on a fait un peu teasing pour nos auditeurs, on va y venir, mais quand on s'adresse, disons, à une personne qui souhaite être dans cette démarche d'accompagnement, on peut à grands traits distinguer des profils plus extravertis, d'autres profils qui sont plus introvertis, Madame Hello. Est-ce qu'on s'adresse aux uns et aux autres de la même façon ? Eh ben non, justement, c'est la PNL, en tout cas, m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, à identifier ce qu'on appelle des métaprogrammes. Et chacun d'entre nous a ses métaprogrammes. Et je traduis le terme, ce sont des filtres. Les métaprogrammes sont des filtres mentaux ou des schémas de pensée, des fois conscients, souvent inconscients, qui vont guider notre manière de voir le monde. C'est comme si on portait des lunettes. Toi, tu portes des lunettes roses, moi, je porte des lunettes bleues, Erdouane porte des lunettes noires, l'autre porte des lunettes vertes. Et donc, cette façon de percevoir, différente, va nous faire traiter l'information qu'on reçoit de manière différente, va nous faire prendre les décisions de manière différente, va nous faire agir dans le monde dans lequel on vit personnellement et professionnellement de manière différente. Je te donne un exemple. Certains vont préférer des raisonnements globaux. D'autres vont préférer des raisonnements précis. Certains vont préférer des choses abstraites. D'autres vont préférer des choses concrètes. Certains vont être motivés par le gain. D'autres vont être motivés par l'évitement de la perte. C'est pour ça qu'on dit souvent en PNL, on utilise la phrase par rapport à l'objectif, aller vers ou s'éloigner d'eux. Certains préfèrent s'éloigner des problèmes et d'autres préfèrent aller vers l'objectif. Bon, ils sont nés à un certain mois de l'année. Oh non, tu vas pas me faire l'histoire de l'horoscope. Mais ça, c'est préférence mentale. Mais c'est vrai qu'on peut observer que certains caractères, effectivement, ils ont besoin de repoussoir, ils ont besoin d'être magnétisés. Bien sûr.
Oui, Bien sûr. il fonctionne à l'attraction forte et à ce qui suscite une répulsion forte égale Mais tout autant. tu l'observeras même Oui. dans les techniques marketing. Oui. Dans les techniques marketing, on dit très souvent on peut motiver quelqu'un par l'attraction vers quelque chose, c'est-à-dire l'attirer vers quelque chose, vers l'acquisition, je ne sais pas moi, de ressources, gagner quelque chose, gagner en efficacité sur un produit, etc., ou l'éloignement de quelque chose. Oui. Il y a les stratégies push et les stratégies pull, entre guillemets. Et donc, les stratégies push marchent sur certaines personnes et les pull marchent sur d'autres personnes. C'est très intéressant de connaître ses propres métaprogrammes et les métaprogrammes des autres. Pourquoi ? Parce que justement, selon les filtres, nous n'allons pas appréhender le monde et agir dans le monde de la même façon. Nous allons être beaucoup plus visuels ou beaucoup plus auditifs ou beaucoup plus kinesthésiques. Les visuels vont avoir besoin de support visuel pour réussir. Comment on va identifier ces différents filtres qui sont agissants en soi ? Alors déjà en observant la communication de la personne. Après en lui faisant faire des exercices parce qu'évidemment on ne doit pas se tromper. Les gens quand ils commencent à parler, ils utilisent des mots. Et les mots ne sont pas dénués de sens, bien au contraire. Les mots sont le reflet de nos pensées, de nos schémas de pensée et de nos processus de pensée. Et donc, certains mots sont connotés, c'est-à-dire sont chargés de sens. Et donc, un coach qui est formé à l'utilisation des métaprogrammes va, durant une conversation d'1 heure, il va avoir le temps, la latitude d'explorer les mots et de faire réagir la personne à différentes situations. Donc, il verra la répétition d'un certain registre. Si cette personne est très spécifique ou si cette personne, au contraire, a un raisonnement général, si cette personne est très visuelle, si cette personne utilise des échelles ou pas, si cette personne utilise des comparaisons sur la base de la similitude ou de la différence. Si cette personne, quand elle commente des événements, est-ce qu'elle commente des lieux ? Est-ce qu'elle commente des situations ? Elle commente des personnes. Et donc, tout ça, ça va être des leviers d'action pour déjà rentrer dans le monde de la personne, comprendre le fonctionnement du monde de la personne, comprendre ses points de vue et forcément comprendre aussi ses stratégies de motivation et de démotivation. Oui, ça, c'est le regard extérieur qui peut observer ce qu'on aime. Est-ce qu'il y a des façons qu'on a de s'observer, d'essayer de s'observer de l'extérieur pour les identifier ? Pour identifier ces filtres, tu aimes le... C'est beaucoup plus rare. Si tu veux, aujourd'hui... Un silo et un... Oui, on fait de l'auto-coaching, bien sûr. On fait de l'autodiagnostic, on fait de l'auto-influence. D'ailleurs, j'en ai parlé souvent quand je dis qu'on doit entretenir certaines affirmations, qu'on peut travailler ses propres visualisations, qu'on doit travailler ses modélisations. Bien sûr, tout ça est là. Mais... pour identifier ces métaprogrammes, c'est difficile. C'est un peu plus difficile parce qu'on est dans l'action. C'est-à-dire, on dit souvent, est-on associé ou dissocié ? On est souvent, quand on agit, quand on parle, on est associé à ce qu'on fait, parce qu'on est en train de le faire. Bien sûr qu'on peut se mettre en position méta, mais c'est beaucoup plus difficile. Faire quelque chose et et s'observer en train de le faire, ça nécessite une certaine gymnastique mentale. Et donc, quand on est dans le feu de l'action, dans le feu d'une communication, d'une prise de parole, d'une réunion avec l'équipe, d'une résolution de problèmes, de quelque chose, c'est souvent les autres ou c'est souvent le récit qu'on va faire de ces événements-là, ou la personne qui a les codes, ou en tout cas le décodeur pour décoder ce qu'on est en train de dire et de faire le lien, va faire un arrêt sur image ou un arrêt sur réflexion ou une pause pour nous dire « Ah tiens, c'est marrant, à chaque fois que vous parlez de quelque chose, vous citez plutôt les personnes. Est-ce que ça fait sens pour vous ?» Et il va aller comme ça, identifier, il n'y en a pas un seul métaprogramme, sache-le, il y a plusieurs métaprogrammes, mais il va un peu comme le MBTI, identifier si on est extraverti ou introverti, si on est plutôt rationnel, plutôt émotionnel, si on est plutôt dans le jugement ou dans autre chose. Tout ça, ça va être utilisé. Pourquoi ? Pour mieux savoir quelles sont les choses qui nous mettent dans des situations de réussite et ce à quoi on doit faire attention si des gens ont des métaprogrammes différents des nôtres. En fait, parce que là où ça ne marche pas, entre guillemets, c'est quand les personnes sont câblées différemment de vous. Si vous êtes spécifique et que l'autre personne est plutôt générale, vous allez peut-être le juger. Et lui, il va aussi peut-être vous juger, il va dire « Ah, mais il s'arrête trop sur les détails, c'est insupportable, il n'a pas cette vue hélicoptère, il n'arrive pas à prendre de la hauteur, etc. » Et vous allez dire « Ah, mais il prend tellement de la hauteur qu'il n'est pas dans le concret, qu'il n'est pas dans l'opérationnel, etc. » Et donc,
ça va faire en sorte que les gens n'arriveront pas à se comprendre et donc à s'entendre et donc à collaborer efficacement ensemble. Mais si tu comprends les métaprogrammes, tu peux savoir que la personne ne le fait pas entre guillemets exprès. C'est sa stratégie préférentielle inconsciente pour traiter l'information préférentielle inconsciente. Mais Ben c'est oui. une stratégie préférentielle inconsciente. On peut observer des personnes qui ont une réticence absolue à l'idée de subir un quelconque dommage, même dérisoire. Et donc, ça va être leur critère qui va les pousser à choisir entre différentes options. Là, je ne vais pas avoir mal parce que je ne vais pas prendre de risques ou être dans l'éventualité d'être perdant d'une certaine façon. Donc, c'est une aversion parfois au risque. C'est une façon aussi d'entrer dans les décisions qu'on prend. Mais au terme d'une journée, Madame Hello, on peut faire le bilan de ce qui nous a poussé à agir, de s'observer d'une certaine façon. Pour autant, ça reste une mission délicate que de pouvoir, entre guillemets, porter un regard clair ou, sinon objectif, du moins, tendant à l'être. Sinon, on serait tous les médecins de nous-mêmes. Et évidemment que dans la plupart du temps, et heureusement d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on prenne ces moments de recul-là, qu'on prenne des minutes de pause durant la journée, pas seulement à la fin de la journée, qu'on prenne différents moments en sortant d'une réunion, en terminant un appel téléphonique, en terminant une émission radio, en se disant... Tiens, je prends 5 minutes, comment j'ai été, ma performance, ma communication, mon aisance, y a-t-il eu des moments, est-ce que j'ai interrompu l'autre, etc. Oui, on peut faire. Mais si tu veux, c'est intéressant de s'observer sur le court terme et c'est intéressant de s'observer sur les processus, sur les lames de fond, sur les tendances globales. Et sur ça, l'intervention d'une tierce personne est souvent recommandée parce qu'on a des angles morts vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne verra pas, forcément. Oui, on va prendre aussi la respiration musicale pour prendre le temps de la réflexion. Pour y voir plus clair. Oui, pour y voir plus clair, oui. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission et bien entendu, nous resterons toujours ouverts à l'échange. Si vous souhaitez émettre des avis ou poser des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, Madame Hello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors, dans Business Coach, il y a business, Madame Hello. Et la question est de savoir, pour ceux qui nous écoutent, si l'entreprise s'approprie ces techniques de PNL ou au service de certains objectifs qu'elle peut identifier, Madame Hello. Oui, aujourd'hui, alors la PNL, plus que d'autres outils, sont très très largement utilisés en entreprise. Parce que, disons que la clé en entreprise, c'est de savoir bien communiquer. Pour certains postes, savoir bien communiquer avec ses équipes d'abord, pour établir la confiance, pour motiver, pour inspirer, pour guider, etc. Donc, si tu veux, aujourd'hui, de manière très concrète, la PNL a offert depuis plus de 40 ans un certain nombre d'outils majeurs pour améliorer sa posture, son écoute, sa synchronisation avec l'autre. Et donc, en ça, ces techniques-là sont tellement rapides, accessibles et impactantes avec des résultats très rapides et très opérationnels que les gens les ont beaucoup utilisés. Et nous, moi je me rappelle depuis 15 ans maintenant, les formations qui se répètent le plus aujourd'hui et qui sont le plus sollicitées en entreprise, c'est toutes les formations liées à la communication interpersonnelle, à créer plus d'impact au niveau de ses présentations, à prendre la parole en public, à conduire des réunions, etc. Donc, toutes tournent un petit peu autour de la communication orale. Alors, même le management d'équipe, qui est une thématique très, très demandée en entreprise, elle tourne aussi beaucoup sur la communication orale et écrite. Parce que qui dit manager, dit savoir transmettre de l'information, savoir convaincre, savoir négocier, savoir écrire. Et si c'est valable pour l'interne, c'est aussi valable pour l'externe. C'est pour ça que j'allais te dire, la deuxième population, on va dire, il y a eu plus
le plus de sensibilisation ou d'initiation aux techniques de PNL, mais pas que, c'est la population des commerciaux, et pas seulement au Maroc, ailleurs, parce qu'un commercial doit savoir présenter, vendre. Que pour ces métiers-là, l'échec se voit. Rapidement, c'est binaire. Commercial, ou bien il concrétise, ou bien il ne concrétise pas. Bien sûr. C'est la spécificité de ces métiers-là. Et donc, complètement. La notion de performance est effectivement capitale dans ces métiers-là. Mais je te disais lors d'une précédente émission la technique de Walt Disney, et je te l'avais cité comme étant une technique qui a été très utilisée en entreprise pour faire travailler des personnes de pôles différents ou d'équipes différents, à savoir des stratèges, des opérationnels, des financiers par exemple, autour de 3 rôles qui sont les rêveurs, les réalisateurs et les critiques. Habituellement, les rêveurs, c'est ceux qui pondent des super stratégies, qui vont faire des pensées qui ont de l'ambition, qui ont de la vision, qui ont etc., mais qui rêvent grand. Et il faut rêver les ambitions et les objectifs et les missions de l'entreprise. Tu as les réalisateurs, les productifs qui mettent la main, qui concrétisent, qui travaillent, qui sont au charbon. Et tu as les critiques qui souvent se disent, mais alors, c'est pas assez ou c'est trop, ici on a gaspillé, ici on n'a pas mis les bonnes personnes à la bonne place, etc. Et c'est une technique génialissime. D'abord pour faire collaborer des gens avec des profils différents et des attentes différentes et qui sont câblés différemment, mais vers l'objectif commun d'entreprise. Oui, mais soi-même, on peut être câblé d'une certaine façon et adopter pour, le cas échéant, le rôle qui nous est imparti. Imaginons, si on a un esprit chagrin, il y a des pistes vinaigres, ceux qui vont tout le temps essayer de voir dans quelle mesure les choses vont échouer. Et puis, il y a ceux qui peuvent avoir la tête dans les nuages. C'était les rêveurs, mais qui essaient de se projeter positivement. C'est ça. Et puis, il y a ceux qui sont à la manœuvre. Il y a des décisions qui sont prises. Ils veulent simplement bien faire ce qu'ils ont à faire. Mais regarde, en fait, une entreprise qui est efficace, c'est une organisation qui sait mettre les synergies entre des profils différents, avec des attentes différentes. Parce que le but commun, il est ensemble. Mais on ne doit pas être tous câblés de la même façon. On a besoin de rêveurs parce qu'on a besoin de rêver grand et d'aller de l'avant. On a besoin de réalisateurs parce qu'on a besoin de quelqu'un qui fait, donc des doers, comme le disent les Américains. On a besoin de critiques parce qu'on a besoin de quelqu'un qui doit nous dire « fais attention ». Là, peut-être que tu es trop... Voilà, oui, à 11h30, tu fais trop. Le mot synergie trouve tout son sens. Et en parlant de tâches différentes, effectivement, souvent, les bonnes recettes... Elles contiennent un certain nombre d'ingrédients. Ils sont au pluriel. 11h31 même, on va écouter les actualités. Ils nous seront présentés dans quelques instants. Et même tout de suite par Karim Droné qui est avec nous, qui s'est introduit subrepticement sans qu'on l'ait écouté au niveau du studio. On va se retrouver pour la dernière demi-heure d'émission. Et ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous entreprenons la dernière partie de notre émission. Ce matin, nous sommes avec Mélem Yahlou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. On a fait un peu teasing, même un peu trop. On a aiguisé la curiosité de ceux qui nous écoutent. Nous évoquions un certain nombre de techniques. Alors, la technique switch. Oui, la technique du switch, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on donne l'impression aussi depuis ce matin, parce qu'on essaye de parler aussi de choses qui ont un impact concret sur des gens qu'on a vus. Et la technique du switch est une technique très intéressante pour relativiser aussi, comme la ligne de temps, comme le recadrage, pour relativiser des événements qui nous ont affectés d'une manière ou d'une autre. Je ne dirais pas des événements traumatiques, parce que là, ça nécessitera peut-être un accompagnement beaucoup plus profond, intense sur le temps. Là, la PNL a été toujours considérée comme étant une thérapie brève, donc quelque chose qui nous fait gagner des points rapidement ou qui peut nous permettre de résoudre un problème après quelques séances. C'est important de resituer aussi le besoin et l'utilisation de l'outil. Mais comme expliqué, effectivement, le switch, c'est une technique qui utilise la visualisation pour aider à dédramatiser quelque chose qui s'est passé. Par exemple, une mauvaise prise de parole en public, à tout hasard. C'est la caricature. Pardon ? Positivement. C'est-à-dire la caricature à l'envers. C'est-à-dire il nous est arrivé du malheur dans la vie, on va se plonger dans la situation, on va voir le burlesque, ce qu'il y a de bouffon dans cette expérience. Non, c'est pas ça. En fait, le switch, c'est
quelque part, c'est comme jouer un tour au cerveau. On dit très souvent que c'est jouer un tour à son Se propre duper. cerveau. C'est s'auto-programmer encore ou s'auto-conditionner. Tu sais, c'est comme le rêve. Finalement, tu te Ouais. rappelles à chaque fois qu'on rêve, Ah. à chaque fois qu'on rêve, Oui, des bon, fois, pas plus on tard se que ce rêve. matin, On oui. se réveille des fois avec des battements cardiaques plus accélérés, de la sueur, etc. C'est parce que Tu notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vraiment réel, vraiment C'est vrai, et quelque chose qui est suggéré par le mental. Et donc, ne serait-ce que ça, tu vois comment le rêve peut jouer sur nos états internes et nos émotions internes et nous faire sentir bien. Il y en a qui sourient dans leur rêve et on trouve ça trop mignon quand on observe Oui. des enfants rêver et des fois ils sourient, même ils rigolent, ils Ah parlent, oui. et d'autres qui sursautent et Ah oui, suent, les etc. moments, les sucreries, c'est... Et c'est marrant. Mais C'est- alors, c'est- le switch, c'est par exemple, Oui. vous avez vécu un événement difficile, Mhm. difficile d'intensité moyenne. Vous fermez les yeux et vous pensez à cet événement du passé, proche ou lointain, qui vous a préoccupé, qui vous a stressé. Allez, on va dire qu'il vous a stressé. Et c'est comme si on s'imaginait dans la salle du Mégarama ou dans le cinéma Pathé, allez, pour leur faire de la publicité ce matin, imaginez cette scène se déroulant comme un film que vous regardez sur écran géant. D'accord ? Sur un grand écran qui se trouve loin de vous. Hein. Vous êtes spectateur au dernier rang dans cette salle de cinéma et cette scène est projetée sur cet écran blanc géant. Et dans un petit coin de l'écran, mais vraiment un tout petit coin, en bas à droite par exemple, vous imaginez une autre scène. Une scène de votre vie, pareil, du passé proche ou lointain, qui vous a créé un autre sentiment. Du calme, de la sérénité, vous étiez bien en vacances avec quelqu'un que vous aimez, au bord d'un lac ou ailleurs, en bord de mer, etc. Et vraiment qui vous crée ce sentiment-là d'ancrage, de calme, de sérénité et de bonheur. Et en fait, À la suite. vraiment à côté. À la suite. Il y a À côté il y a- ou à à la côté, suite à côté. C'est-à-dire, vous voyez les deux films alors, en même temps. Ah oui. sur cet écran blanc, vous projetez la scène de l'image ou de l'événement, c'est une scène dynamique, de l'événement qui vous a traumatisé. Et en bas à droite, j'ai dit, en plus petit, c'est comme s'il y a, tu sais, aujourd'hui, on a des fois des projections sur double écran. Ah oui. On a Je une dois chaîne être moins et une autre visuel. chaîne. Eh ben, effectivement, mais, je dois être moins visuel. mais ça peut C'est plus aider. difficile, c'est vrai. Ça peut aider. Et donc, progressivement, vous agrandissez la deuxième image. Progressivement, vous agrandissez la deuxième image, comme si elle prenait beaucoup plus de place sur l'écran, jusqu'à qu'elle recouvre complètement la première image de l'événement qui vous stressait. Et en fait, on va répéter cet exercice plusieurs fois avec le client pendant la séance. On va le répéter plusieurs fois. Peut-être qu'il n'y arrivera pas la première fois ni la deuxième. Il y aura de la résistance peut-être en interne et ça va être intéressant. On pourra lui demander d'ailleurs d'ouvrir les yeux, de respirer, de dessiner quelque chose, etc. Parce qu'on essaiera d'analyser la résistance. Mais s'il y arrive à le répéter plusieurs fois, je t'assure que ça lui permettra de ressentir de moins en moins d'émotions par rapport à ce qui l'a stressé à l'événement, qui le stressait initialement. C'est comme si on développait une sorte d'immunité par rapport à quelque chose. C'est comme l'exposition aux allergènes. On dit très souvent que des fois, et mon médecin me le disait hier quand je suis partie consulter, je lui disais, je suis désolée docteur, je vous ramène un virus ou un microbe au cabinet parce que je ne savais pas que j'avais une rhinopharyngite, mais je me sentais pas bien. Et en fait, il me disait, Oui. à force d'être exposé à petite dose, on finit par travailler son immunité. Ah. D'accord ? Donc, en fait... Et un revers de la médaille à l'hygiénisme. Alors, effectivement, dans toutes les sciences, et c'est pour ça que j'ai dit, la PNL n'est pas à l'abri de la critique, parce qu'il y a des choses qui marchent et qui vont marcher certainement et qui ont déjà marché certainement sur des personnes. Et il y a peut-être des choses qui ne marchent pas. Pourquoi ? Parce que peut-être vos blocages, vos croyances, vos phobies, ça ne s'applique pas partout. C'est comme l'hypnose ericksonienne. Il y a des gens qui sont arrivés à se sevrer du tabagisme et de certaines dépendances à d'autres substances à travers l'hypnose. Il y a des personnes qui ne sont pas arrivées. Est-ce qu'on peut dire pour autant que l'hypnose ne marche pas ? Non. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas marché sur des individus qu'elle ne marche pas tout court. Parce qu'il y en a chez qui le placebo marche. Il y en a chez qui la reprogrammation mentale marche. Et il y en a chez qui ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que la technique est mauvaise. Ça veut dire qu'il devra y avoir peut-être un autre outil ou d'autres outils pour aider à contourner la résistance. Et on va revenir à ce que nous disions au début d'émission. Toutes les choses n'ont pas le même écho en soi-même. Non. Et par nécessité, nous sommes plus réceptifs à certaines choses et un peu moins à d'autres choses. Bien sûr. La voie analytique, c'est souvent effectivement la voie de la, disons, psychanalyse.
elle marche sur Bien sûr. sur certaines personnes, et puis il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus réceptives à d'autres techniques. Mais Alors, c'est oui, ça, mais tu ça, sais. ça permet Ouais. d'avoir quel type de résultat que cette technique-là dont on vient de Le, parler, le, le switch, ça permet de relativiser des de se événements, détacher par rapport à une douleur. de réécrire une histoire ou de réécrire la connexion entre un événement et une sensation. C'est-à-dire quelque part de vider l'événement de l'émotion négative qui lui a été associée. Parce que tu sais bien, en fait, la charge émotionnelle dans un événement, Oui. c'est ça qui fait qu'on craint de répéter quelque chose. Si par exemple, on a passé un mauvais entretien d'embauche ou 2 mauvais entretiens d'embauche à la suite, il y a des fortes chances qu'en tant que candidat, on partira au 3e et au 4e entretien d'embauche avec un peu plus de peur et d'appréhension. Pourquoi ? Parce qu'on a associé à un événement une charge émotionnelle, un stress, une peur, une appréhension. Mais si on arrive à vider l'événement de cette charge émotionnelle-là, et On à peut se y dire entrer. que en Mm. ramenant, tu te rappelles la technique du switch, c'est intéressant parce qu'on ramène sur l'écran d'autres événements qui compensent ou qui contrebalancent et qui se superposent, qui prennent le dessus pour faire quoi ? Pour rebooster sa confiance en soi. Pour se dire, Ouais. en fait, c'est pas si grave que ça. Bah oui, mais il faut mieux que le 3e entretien se passe mieux. Ça, c'est ce qu'on peut. Évidemment, c'est ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un, mais là aussi, tu le verras, on a besoin dans notre vie de se rappeler de nos réussites. D'ailleurs, on parle souvent de travailler avec Eh oui, mais nos cahiers de réussite. 2 échecs de suite ne dénotent en rien de ce qui va arriver par la suite. Même 10 échecs 10 de échecs, suite. oui, voilà. Mais à force. Mais notre mais- mémoire, elle se. Oui, Oui, elle mais prend parce le pli. que notre instinct de survie, Ah. Badr, en fait, est câblé pour nous protéger. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on évite des choses ? C'est se protéger. La peur, elle est là pour nous protéger, donc on va pas lui en vouloir. Mais simplement, des fois, elle prend trop de place. Et c'est pas parce qu'on a échoué dans notre vie même 10 fois qu'on n'est pas fait. Peut-être qu'on n'était pas. Pour chaque fois, peut-être qu'il y avait une raison valable d'échouer. Oui. Ou peut-être ces échecs nous ont amenés là où on doit être aujourd'hui. Oui. Si on est croyant et si on se dit que c'est 10 portes fermées, Oui. c'est peut-être la 11e qui est meilleure pour nous. Et on a toujours, de bonnes raisons pour annoncer la programmation musicale. 11h47 minutes, et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission, après cet instant musical. Et nous reprenons notre émission avec Mélie Mehlo, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. La respiration musicale fait toujours son effet. Le monde est stone, oui, tu m'étonnes. Oh. Elle fait son effet. Bon, bah oui, on essaie de redémarrer avec le sourire aussi souvent. Alors, nous évoquions une technique de visualisation, mais je voudrais revenir au monde de l'entreprise pour clôturer notre émission bien sûr. du jour, parce qu'il est par nécessité des techniques qui ont davantage de succès dans ce monde-là. Alors, si j'entends bien, la communication qui a trait à l'oralité. Oui. Mais comment est-ce qu'on imagine que la PNL peut être au service de cet objectif-là, que d'améliorer sa communication en interne ou sa communication tout court? Ah bah écoute, c'est vraiment, tu me poses cette question-là, c'est la base de tout, parce que la PNL nous a permis en tout cas de comprendre, dès les travaux dans les années 70 de Bandler et Grinder, que la communication est verbale et non verbale, et que le non-verbal prime sur le verbal. Après, les travaux de Goldman sur l'intelligence émotionnelle vont venir le confirmer ou le compléter. Ah oui. Mais pour te dire que... Les paroles, c'est 7%. Mais à la radio, c'est tout ce qui compte. Il y a des gens qui vont me dire, Mariam, le fond ne doit pas toujours être secondaire par rapport à la forme. Et je dis souvent, oui, mais un fond qui n'a pas eu la chance d'être dans une belle forme, entre guillemets, ou d'être transmis avec une belle forme, ne va pas avoir le succès qu'il mérite, ou là qu'il souhaite, ou là auquel il aspire. Il y avait une phrase de Victor Hugo qui est une réponse à cela. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui, très belle phrase. Et aujourd'hui, les PNListes vont te dire que la voix, la posture, le mouvement des yeux, le regard, la calibration, la synchronisation, sont des éléments qui peuvent faire gagner des points, qui peuvent permettre d'acquérir de la confiance, qui peuvent permettre d'inspirer, d'influencer, qui peuvent permettre de faire passer mieux les messages que simplement les propres mots. Et je le disais aussi dans une autre émission. Là, le changement de meuble fait son effet. Oui, ça fait la différence. Mais complètement. Mais tu ne peux pas imaginer pourquoi on
Tu sais, même des changements de packaging peuvent te donner envie de consommer une marque plus qu'une autre. Un changement de studio ou un changement d'espace de travail peut te donner envie de rester un peu plus longtemps ou des heures supplémentaires dans l'espace de travail. Parce que tu y gagnes en confort, tu y gagnes en quelque chose. Et d'autant plus, si tu parles mieux, en tant que personne, c'est bien pour toi parce que ça va te permettre de gagner des points entre toi et toi-même, de gagner en confiance. Mais si tu gagnes en confiance, il y a des chances que tu mets en place des cercles vertueux de collaboration, de créativité au sein de tes équipes, avec tes clients, etc. Donc la communication est centrale. Tu vois, même pour faire passer des messages difficiles. Parce qu'il y en a qui ont le don, la diplomatie, le tact, parce qu'ils savent bien communiquer. Ils savent calibrer aussi l'attention de leurs interlocuteurs. C'est une chance aussi de pouvoir... Calibrer l'attention de son interlocuteur. Oui, regarder quand son interlocuteur exprime par un signe de la tête, par un hochement, par un mouvement, Ils se sont agressés. par un changement de coloration de peau, tu calibres ton interlocuteur, ça veut dire que tu l'observes au niveau de ces micro-mouvements et de ces mouvements majeurs, s'il est toujours d'accord avec toi, s'il est attentif à ce que tu dis, si au contraire il s'en fout royalement de ce que tu dis, pourquoi je dis ça? Et pardon de l'utilisation de ce mot un peu vulgaire et à la marge, mais c'est pour aussi interpeller sur la nécessité de l'écoute, parce que la PNL nous aide aussi à mieux écouter les gens. Parce que c'est pas que parler, c'est aussi écouter. Mais écouter, c'est être réceptif, mais on est réceptif aussi en observant. Les yeux et les oreilles, oui. Tu as annoncé la respiration musicale en couleur et c'est quelque chose d'auditif. Alors, mais si, oui. Alors, pour illustrer, parce que la démonstration, il me semble assez implacable, mais s'il fallait illustrer, disons par des exemples, quelles sont les techniques qui sont au service de ce que tu disais à l'instant, Madame Michelot? Toutes. La technique de la calibration, la technique du feedback, et on utilise souvent le feedback en sandwich, en commençant par une observation positive, en suggérant des pistes d'amélioration au milieu, en terminant par une appréciation positive pour encourager. Ah oui. Voilà, la synchronisation, si votre interlocuteur est debout et vous assis, si votre interlocuteur parle fort, est-ce que vous allez vous adapter au volume de sa voix? S'il utilise certains mots visuels, auditifs ou kinesthésiques, vous utilisez le même référentiel de mots. D'abord pour rentrer dans son monde, on dit très souvent les gens qui réussissent ont 3 qualités. D'abord un objectif, ensuite une très bonne synchronisation et ensuite de la flexibilité ou de l'agilité. Ça, c'est pour réussir dans la communication. Parce qu'on voyage dans le monde de l'autre, dans la communication. On doit observer les silences, on doit observer les intonations, on doit observer le volume, le débit, le rythme, etc. Pourquoi? Pour se caler sur le rythme de l'autre. Et pourquoi on a intérêt à se caler sur le rythme de l'autre? Parce qu'il n'y a que comme ça, c'est d'abord un exercice d'empathie et de flexibilité. C'est pour ça qu'on parle d'agilité dans la communication. Il y en a qui vont parler vite, il y en a qui vont parler lentement, il y en a qui vont parler à volume 10, il y en a qui vont parler à volume 5. Et tout ça, toutes ces modulations, ces métaprogrammes, on ne va pas les appeler métaprogrammes, mais c'est parce que les métaprogrammes font référence à peine à autre chose. Ça fait une vibration spécifique. Tous ces notes-là, ces notes-là font la spécificité d'une personne. Et pour s'entendre avec quelqu'un, pour travailler avec quelqu'un, il faut mettre ses souliers, entre guillemets. Tu avais un proverbe chinois qui dit « Avant de comprendre quelqu'un, il faut marcher je ne sais combien de kilomètres dans ses souliers ». Et cette expression « dans ses souliers », c'est « vis ma vie ». C'est emprunter son costume, c'est vivre sa réalité. Entrer dans son empreinte. Et on peut vivre sa réalité, notamment à travers l'expression de la réalité. Et la communication, c'est l'expression de nos réalités. C'est une merveilleuse conclusion pour notre émission 11h58. L'heure est à la tranche suivante et l'heure est aux actualités. Nous serons présentés à l'instant même par Kamal Rsal qui reprend le relais, par Ahmed Eloua qui va animer la tranche suivante d'Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.